Bienvenue dans le module 5. Nous arrivons maintenant presque à la fin de notre cours. Dans ce module, nous allons voir les actions à mettre en œuvre en matière de prévention. Alors pour commencer, voyons tout de suite la célèbre pyramide de Bird. Cette pyramide fait aujourd'hui autorité en matière de prévention. Voilà pourquoi. Sur cette pyramide, on peut identifier sur chacun des différents niveaux différents types d'événements qui peuvent survenir en matière de santé au travail. Des incidents, des presque accidents, des dommages, des blessures mineures et des blessures graves ou mortelles. Cette pyramide illustre une idée clé en matière de prévention, qui est la suivante. Plus on cherche à réduire la base de la pyramide, soit la survenue des incidents, alors mécaniquement, on réduira la survenue de l'accident mortel situé tout en haut de la pyramide. Je vous donne un exemple. Un marteau qui tombe, mais qui ne blesse personne. C'est un incident sans conséquences, sans blessure ou dommages matériels. L'idée de la prévention, c'est d'éviter que ce marteau tombe pour que la prochaine fois, il ne blesse effectivement quelqu'un, à savoir qu'il tombe sur son pied et qu'il devienne un presque accident et qu'il blesse quelqu'un, et ainsi de suite. L'idée de la prévention, c'est d'éviter que des événements potentiellement dangereux ne surviennent. Alors, quelques informations sur cette pyramide. Elle a été élaborée par un monsieur qui s'appelle Bird, suite à une étude menée par une compagnie d'assurance nord-américaine dans les années 70. Cette étude a porté sur presque 2 millions d'accidents auprès de presque 300 entreprises dans 21 groupes industriels différents. Et l'idée, c'était d'étudier comment se répartissaient les accidents sur ces presque 2 millions de personnes. Le principe de la pyramide de Bird est donc le fait que la probabilité qu'un accident grave survienne augmente avec le nombre de presque accidents ou d'incidents. Par conséquent, si une entreprise réussit à réduire le nombre d'incidents au bas de la pyramide, le nombre d'accidents sera forcément réduit d'autant en haut de la pyramide. En santé au travail, on utilise des grilles pour classer les types d'interventions par niveau en fonction de la cible de l'action de prévention que l'on a déclenchée. Ces niveaux de prévention sont au nombre de 3, primaire, secondaire et tertiaire. Alors, si on détaille chacun de ces niveaux d'intervention en matière de prévention, le niveau d'intervention primaire est celui qui va agir directement sur les sources du risque présentes dans l'organisation. On va agir là où est la cause du problème. Les interventions secondaires vont se cibler davantage sur les individus eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on va agir sur des facteurs individuels. On va chercher par exemple à développer l'habileté des personnes, mais je vais y revenir. Enfin, le niveau tertiaire cible quant à lui davantage des actions sur le retour au travail de personnes ayant souffert de problèmes de santé dans le cadre de leur activité professionnelle. On observe donc que chacun de ces niveaux agit sur un élément différent de la santé au travail. De ce fait, il est important d'agir sur tous ces niveaux en même temps. Mais les effets escomptés s'observeront sur des échelles de temps différentes. Par exemple, il est reconnu que les interventions de type primaire, à savoir par exemple sur les sources de risque dans les organisations, prendront bien davantage de temps à se mettre en œuvre qu'une intervention de type secondaire que je vais détailler par la suite. Alors, détaillons maintenant chacun des niveaux avec des exemples. Quand on parle de la prévention de type primaire, on va donc agir directement sur les sources du risque, sur les causes des problèmes. Ce type d'intervention présente un certain nombre d'avantages ici présentés, mais elle comprend également quelques inconvénients. En particulier, le temps demandé pour que les effets de l'action de prévention se fassent sentir. Il s'agit le plus souvent d'actions dont les effets ne se feront sentir que dans la durée. Ça prend du temps. Il faut donc être patient. Parfois, dans des contextes où la situation est tendue, voire où il y a eu des événements dramatiques, ce type d'action primaire peut décourager les acteurs car trop éloignés dans les résultats attendus. Néanmoins, tous les spécialistes sont absolument d'accord sur le fait que ce sont les actions conduites sur le niveau primaire qui sont les plus efficaces. Par exemple,
On va reconsidérer des façons de produire ou de travailler pour qu'elles provoquent moins de troubles musculo-squelettiques chez les salariés. Il s'agit donc de reconsidérer les outils de travail, de reconsidérer les manières de travailler. Cela prend du temps et exige des collaborations entre les acteurs. C'est pour cela que parfois, on va moins cibler ce type d'intervention. Il s'agit par exemple aussi d'inventer de nouveaux outils plus respectueux de l'intégrité physique des salariés. Alors on peut prendre l'exemple du secteur du bâtiment et de Norpac par exemple qui ont inventé de nouvelles techniques pour éviter par exemple le béton vibré très exigeant physiquement à manipuler. En termes d'intervention de type primaire, on peut considérer d'autres exemples. Ainsi, tenir régulièrement des réunions d'équipe peut contribuer à améliorer le climat de travail et à libérer la parole des salariés. Ceci permettra aussi d'agir sur les conditions de travail. Vous pouvez également encourager un style de management participatif qui permettra aux individus de donner leurs idées sur leurs conditions de travail et peut-être faire des suggestions pour améliorer soit leurs outils de travail, soit les process de travail. On parle également de bien déterminer les composantes de chaque poste de travail. Je vous renvoie au module précédent dans lequel on vous exposait les différentes composantes de l'activité de travail. C'est ici que, par exemple, vous allez mobiliser ces grilles. Enfin, on parle également de mettre en place des politiques de reconnaissance du travail d'équipe. On sait en effet que le style managérial va fortement influencer la santé et en particulier la santé mentale des salariés. Voici quelques exemples d'interventions de type primaire. La prévention de type secondaire vise quant à elle à agir non pas sur les causes environnementales ou liées au contexte, mais davantage sur les individus, leurs comportements et leurs habitudes. Alors le plus souvent, les actions de prévention secondaire vont prendre la forme de, par exemple, sessions de formation ou d'information destinées aux salariés. On va vous faire des conférences, par exemple le midi, sur la prévention du stress, ou on va vous donner des sessions de formation pour bien régler la hauteur de vos chaises par rapport à vos ordinateurs, par exemple. Là encore, on peut observer certains aspects positifs de ce mode d'action, mais également quelques limites. Du côté des aspects positifs, effectivement, il y a de l'information et de la sensibilisation des travailleurs et des managers. Et puis, effectivement, ça permet aux individus de développer leurs connaissances. Néanmoins, il y a quelques limites. Ça n'élimine pas les sources du problème. L'autre élément qui est fortement discutable, ça laisse la responsabilité aux individus de développer leurs propres ressources pour faire face aux problèmes de santé qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire qu'on est là davantage orienté sur des solutions individuelles et non pas sur des solutions collectives ou sur la résorption du problème à la base. Et puis on est souvent orienté sur des démarches qui sont vers la limitation des dommages, un peu ce qu'on pourrait appeler des démarches pansements, mais ça ne guérit pas et surtout ça ne permet pas de supprimer le problème à la source. Alors quelques exemples, je vous ai parlé de conférences d'information, d'articles ou de séminaires de prévention. Certaines entreprises vont également proposer des programmes de développement des habiletés, par exemple de la formation sur gestion du stress, la résolution de conflits, on parle également de séminaires pour gérer l'agressivité et parfois certaines entreprises offrent la possibilité de suivre des cours de yoga ou de relaxation le midi et mettent à disposition de leurs salariés par exemple des salles de sport. Voilà des éléments qui constituent des exemples de prévention de type secondaire. Enfin, le niveau tertiaire. Alors, on pourrait parler de prévention tertiaire, néanmoins, il m'est difficile de qualifier ce niveau comme tel parce que quand on agit à ce niveau-là, c'est surtout de la réparation. En fait, il faut essayer de faire avec les séquelles des problèmes de santé qui ont bien souvent marqué définitivement les individus. Par exemple, vous avez eu un accident de travail, vous revenez chez votre employeur, c'est à ce moment-là qu'on parle de prévention ou en tout cas d'intervention de type secondaire, c'est-à-dire à quel poste on va vous mettre, comment on va adapter votre poste à votre nouvelles conditions physiques. Donc on parlera ici de toutes les démarches de retour en emploi des personnes blessées ou malades. Et pour le coup, il s'agit bien ici de gérer au mieux les conséquences des problèmes de santé au travail. Donc c'est vraiment tout ce qui va être adaptation ergonomique d'un poste, essayer de reconvertir une personne en lui donnant des formations pour qu'elle puisse occuper un autre poste. On est donc là plus dans la réparation que dans l'intervention. Ce schéma illustre bien le champ d'intervention et d'action de chaque niveau de prévention.
Il permet de bien se rendre compte que des interventions dans les 3 niveaux en même temps sont requises pour pouvoir mettre en place une démarche de prévention efficace. Malgré ça, il faut bien se rendre compte et constater qu'aujourd'hui dans les organisations, qu'elles soient privées ou publiques d'ailleurs, ces interventions se limitent malheureusement le plus souvent au niveau secondaire et tertiaire, mais plutôt peu au niveau primaire. En effet, peu de directions osent s'avancer dans des changements de fond, par exemple en termes d'organisation du travail, et de faire ces interventions à des niveaux primaires. Alors, c'est particulièrement vrai autour de la question des risques psychosociaux, par exemple quant aux méthodes de production et d'organisation du travail. Exemple, les cadences de production ou l'accélération des rythmes de travail avec les technologies de communication sont des éléments qu'on remet assez difficilement en cause. Maintenant, voyons qui au sein de l'entreprise sont les acteurs de la prévention. En effet, qui peut agir dans l'entreprise sur la question de la santé et de la sécurité au travail ? Alors, dans un précédent module consacré aux notions juridiques, nous avons vu que l'employeur était effectivement, aux yeux de la loi, le premier responsable. C'est l'employeur est celui qui initie la démarche de prévention dans son entreprise et il est en effet responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. Il va donc coordonner ces différentes équipes et attribuer les moyens nécessaires à la préservation de la santé physique et mentale, ne l'oublions pas, de tous ses salariés. Il va également prendre des mesures pour prévenir, entre autres, sur la pénibilité du travail. Toutefois, rappelez-vous que nous avons vu que chaque salarié a également un devoir quant à la préservation de sa santé, mais également vis-à-vis de la santé d'autrui. Ainsi, au sein de l'entreprise, tout le monde va avoir un rôle à jouer sur cette question. Alors, voyons maintenant les autres acteurs de la prévention. En effet, il existe dans l'entreprise tout un réseau d'acteurs qui vont directement être partie prenante en matière de santé et de prévention. Voyons d'abord le premier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, communément appelé le CHSCT, qui est reconstitué de représentants élus du personnel et c'est donc une instance représentative. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails juridiques que vous pouvez trouver dans les fiches disponibles, par exemple sur le site du gouvernement Travail-Emploi. Mais je vais voir avec vous rapidement les missions du CHSCT. Voyons donc rapidement quelles sont les différentes missions du CHSCT. Le CHSCT existe dans toutes les entreprises ou établissements où il y a au moins 50 salariés. D'accord ? Sa mission est principalement de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, mais également de veiller à l'amélioration des conditions de travail. Le CHSCT dans l'entreprise va disposer d'un certain nombre de moyens pour mener à bien sa mission. Par exemple, des moyens d'information, il a un droit d'alerte, il peut recourir à des experts. Les représentants du personnel qui sont au CHSCT bénéficient d'ailleurs d'un crédit d'heure et sont également protégés en cas de licenciement. Alors, quelques éléments du CHSCT. Par exemple, il va analyser les conditions de travail et les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs. Par exemple, le CHSCT peut analyser les conditions de travail et les expositions, par exemple, de certaines situations professionnelles qui pourraient mettre en danger des femmes enceintes, ou regarder finalement les facteurs de pénibilité, par exemple, d'une chaîne de montage. Ça relève du rôle du CHSCT. Le CHSCT peut également demander la vérification par des inspections et des enquêtes du respect des prescriptions législatives et réglementaires et vérifier si des mesures de prévention qui ont été préconisées ont bien été mises en œuvre. Le CHSCT va également s'occuper au sein de l'entreprise du développement de la prévention par le biais par exemple d'actions de sensibilisation et d'information, des conférences, la distribution de documents qui vont permettre par exemple d'avoir des informations sur le harcèlement moral et sexuel ou bien sur des postures qui vont favoriser les maux de dos, ce genre de choses. Donc il y a bien une mission d'information. Également, analyser quand ça arrive des situations d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Et là, le CHSCT va se mobiliser pour comprendre la cause de l'accident qui est survenu dans l'entreprise.
Le CHSCT va également être consulté avant toute décision d'aménagement important qui vont modifier les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de santé. Par exemple, si un employeur souhaite modifier en profondeur son organisation du travail, le CHSCT doit être consulté. On veut modifier les postes de travail, on veut modifier l'outillage ou changer un produit. Le CHSCT doit être partie prenante du processus de consultation. Idem si on veut intervenir sur des cadences de travail ou des normes de productivité ou mettre en place de nouvelles technologies. Dans tous ces cas de figure, le CHSCT doit être consulté par l'employeur. Alors, à titre anecdotique, dans les entreprises qui comportent une ou des installations particulières à haut risque, c'est ce qu'on appelle les entreprises classées Seveso, le CHSCT va être consulté, par exemple, entre autres, sur la sous-traitance nouvelle d'une activité à une entreprise extérieure. On peut penser à une raffinerie. Eh bien, ce sont des sites qui sont classés Seveso. Et là, le CHSCT va avoir à regarder si les prestataires qui interviennent sur le site correspondent aux normes de santé-sécurité. Alors voici pour les missions et les rôles du CHSCT. D'autres acteurs sont également présents dans l'entreprise. Par exemple, le service de santé au travail. Ainsi, selon la taille de l'entreprise, on pourra trouver au sein de l'organisation un ou plusieurs médecins du travail, une infirmière ou encore une assistante sociale qui vont relever de ce service santé au travail. C'est un peu différent pour les entreprises de plus petite taille qui ne peuvent pas avoir un service en interne et elles auront donc recours à des médecins du travail extérieurs cette fois-ci. Alors, le rôle du médecin du travail est absolument clé en matière de santé et de prévention. Le médecin du travail, qu'il soit salarié de l'établissement ou rattaché à un service interentreprise, va avoir un rôle central. Il a une visée exclusivement préventive. Le médecin du travail, c'est le médecin des salariés, mais également le conseiller de ses représentants et de l'employeur. Il va s'intéresser en particulier à l'amélioration des conditions de travail, il va contribuer à la réflexion sur l'adaptation des postes ou encore le choix des techniques de production ou bien les rythmes de travail. On peut penser à une usine où la chaîne tourne en continu, on va réfléchir, est-ce qu'il vaut mieux que les salariés travaillent un jour de matin, un jour d'après-midi, un jour de nuit, ou bien est-ce qu'il vaut mieux prévoir une semaine de matin, une semaine de nuit, une semaine d'après-midi. La réflexion sur les rythmes de travail est menée en collaboration avec le médecin du travail. Le médecin du travail va également regarder l'hygiène générale dans l'établissement et puis doit veiller à la mise en place d'actions, d'information et de formation. Le médecin du travail pratique essentiellement la surveillance médicale des salariés, par exemple les visites d'embauche ou de reprise et également les visites périodiques que vous aurez en tant que salarié. Il établit également des avis d'aptitude, vous êtes apte ou pas au travail. Le médecin du travail consacre également au moins un tiers de son temps à l'analyse des conditions de travail dans l'entreprise. Donc voilà pour le médecin du travail. Il existe également d'autres acteurs clés dans l'organisation sur le thème de la santé au travail, entre autres les délégués du personnel. Les représentants du personnel. Alors, par représentant du personnel, on entend par exemple les délégués du personnel ou encore les membres du CHSCT que j'ai juste présenté avant. Alors, en lien avec la direction, les représentants du personnel vont préconiser des améliorations des conditions de travail, des locaux, mais ils ont également un devoir d'alerte. Alors ça, c'est intéressant. Un devoir d'alerte, c'est ils ont l'obligation de signaler l'existence d'un danger pour la santé ou la sécurité, ou encore ils peuvent interroger l'employeur sur la situation économique de l'entreprise. Ce devoir d'alerte va par exemple être mis en place s'il y a une suspicion d'atteinte à la santé physique ou mentale des salariés. Très clairement, les représentants du personnel sont à l'écoute des salariés et ils ont également des moyens d'action. Ils peuvent demander des analyses de risques et des accidents du travail. Ce sont très clairement des acteurs essentiels dans la prévention des risques professionnels. Alors, dans les entreprises de plus de 50 salariés, ce sont les membres du CHSCT exclusivement qui représentent les salariés pour toutes les questions relatives à la santé et sécurité du travail. Mais par contre, dans les entreprises de 11 à 49 salariés, ce sont les délégués du personnel. D'accord ? Donc, c'est vraiment important.
Alors rapidement, les actions possibles des délégués du personnel, elles sont un petit peu du même ressort que les membres du CHSCT. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont être à l'écoute des salariés, mais ils vont également les informer. Ils peuvent procéder, par exemple, à des visites des lieux de travail pour regarder comment les salariés travaillent et dans quelles conditions. Ils doivent veiller à l'application de la réglementation en matière de prévention. On va les consulter également sur un certain nombre de documents et de projets qui relèvent de leurs compétences, comme par exemple le projet annuel de prévention ou le plan de formation qui a trait à la prévention. Ils ont la possibilité de demander une expertise externe, par exemple faire venir un cabinet conseil qui va mener une enquête sur la santé-sécurité ou les risques psychosociaux, on l'a vu dans des grandes entreprises comme France Télécom. Ils vont également être force de proposition en matière de prévention et puis ils ont aussi un rôle dans la mise en place d'indicateurs de santé-sécurité. Donc voilà l'ensemble des actions que peuvent mener les délégués du personnel. Enfin, parmi les derniers acteurs concernés par la santé-sécurité au travail, on peut mentionner le service de gestion des ressources humaines qui va avoir un rôle important, par exemple en matière de formation, mais également dans les relations sociales et dans le dialogue social qui aura lieu dans l'entreprise. Il va également, ce service, s'occuper de la gestion prévisionnelle des emplois. On peut penser à toute la question des âges dans l'entreprise, à savoir comment on va reclasser une main-d'œuvre qui vieillit, par exemple. Et puis, c'est toute la question du reclassement des salariés après une absence prolongée pour maladie ou encore la réinsertion des travailleurs handicapés. Ça relève du service des ressources humaines. Dernier acteur, mais pas le moindre, l'encadrement, c'est-à-dire les managers ou responsables d'équipe. Ce sont très clairement des acteurs et des relais dans le domaine de l'organisation du travail et du management. Ils sont également là pour mettre en œuvre la politique de prévention. Ils en sont responsables entre autres de la bonne application des mesures prises en la matière. Ils ont aussi l'obligation de faire la promotion des actions de prévention. Ils sont là pour dialoguer avec leurs équipes, pour une meilleure circulation des informations et des questions relevant de la santé-sécurité au travail. Prenons pour l'instant une petite pause pour digérer ces informations et nous reviendrons après sur la démarche en matière de prévention.